Tout est beau? On peut partir. Oh, Sylvie, on ne la voit plus. Est-ce que c'est voulu? Ah! Bon matin, je suis contente de vous rencontrer. Mon nom est Carole Lavallée. Je suis chargée de projet pour la CDC. Maintenant, il faut l'appeler la CDC, la Corporation de développement. Et mon dossier, c'est le dossier du Comité des aînés en action. Je vais vous faire un bref historique. C'est la raison pour laquelle je me permets aujourd'hui de vous présenter l'atelier. Connaissez-vous vraiment les rôles et responsabilités d'un CA? C'est que j'étais moi-même directrice générale de la Maison de la famille et de la table de concertation il y a plusieurs années. J'ai pris ma retraite en 2014 pour laisser aller la belle relève. Et chemin faisant, de temps en temps, je prends des petits contrats et j'ai accepté de prendre le contrat avec Annick du comité aîné. Donc, j'ai dit souvent la blague, ça vous donne une idée de où je suis partie. Je suis arrivée à Mirabel en 2004 avec le chapeau famille et là, je reviens en 2021 avec le chapeau aîné. Ça va vraiment avec l'âge où est-ce qu'on est rendu. Ceci étant dit, dans le cadre de cette semaine-là, il y avait plusieurs sujets qu'on voulait aborder avec vous et c'est beaucoup en lien avec un travail qu'on fait personnellement au Comité aîné en action en ce moment, c'est de travailler sur une participation citoyenne. Parce qu'avec ce qui est arrivé, on a un nouveau modèle qui est en train de s'établir devant nous. Puis je pense qu'il faut le bonifier, puis il faut aider les organisations à mettre de l'avant cette future participation citoyenne-là. Mais en même temps, il était important aussi pour nous de vous faire connaître aussi ce qui en était aussi du rôle et des responsabilités dans les administrateurs sur un conseil d'administration. Donc, je vais vous laisser vous présenter juste pour savoir qui vous êtes à l'intérieur des organisations. Alors, j'irai avec Sylvie. Bonjour, Sylvie Drapeau, Centre des femmes libérales, Mirabel. Oh, bienvenue. Sandra. Eh bien, bonjour, mon nom est Sandra Leboucher et je suis la présidente de la Maison de la famille de Mirabel. Je suis doublement enchantée. Mais je suis enchantée pour toi aussi, Sylvie, mais je trouve ça... Et la Maison de la famille, c'est mon bébé, Mirabel. Hein? Mon bébé avec des administrateurs, mais ça a été une belle expérience. Donc, pardon? Ça fait maintenant 4 ans que je siège sur le CA, donc je pourrais vous dire que j'ai vu la Maison de la famille partir de très peu d'employés et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous constatez où est-ce que nous en sommes rendus, c'est juste trop wow. Fait que merci beaucoup d'avoir parti la Maison de la famille, merci de l'avoir soutenue pendant des années. J'espère que vous êtes fiers de où est-ce que nous en sommes rendus. Écoute, vous êtes rendus là où on voulait être. Parce que juste le presbytère, je me suis battue pour l'avoir au complet. Mais tu sais, à l'époque, on était dans une autre administration. Là, il y a une relève. C'est le fun de voir ça. Moi, juste pour te dire, après ça, je vais commencer l'atelier. Juste pour te dire, quand j'ai commencé comme directrice à Maison de la famille, moi, à l'époque, c'est Diane O'Sullivan qui était venue me chercher parce que j'ai fait partie du projet des Maisons de la famille, moi, avec la Fédération des unions de famille, qui est devenue la Fédération québécoise des organismes communautaires famille. J'ai beaucoup été sur ces conseils d'administration-là. On était sur Curé-Labelle, il y avait 9 000 $ dans le compte de banque. Ça te donne une idée de où on partait. Donc, mais je suis tellement fière aujourd'hui de voir où ce que vous êtes rendus. Je suis allée visiter dernièrement, puis bravo, chapeau, puis continuez, c'est une nécessité, c'est important pour une communauté. Je dirais la même chose du Centre libéral aussi, parce que j'ai aussi assisté à la naissance de ce centre-là il y a plusieurs années. Il y avait même une comédienne qui faisait partie du conseil d'administration qui s'appelait Joanne Fontaine, qui est décédée maintenant. Et c'était les premiers balbutiements. Et c'est aussi une belle organisation. Je trouve ça vraiment intéressant de revenir après quelques années et de voir où est-ce que vous êtes rendu avec Mélanie. Bravo, chapeau. C'est une nécessité encore plus avec ce qui se passe en ce moment. Donc, longue vie. Donc, écoutez, moi, sans prétention, ce que je vous offre aujourd'hui, c'est beaucoup le fruit de mon expérience personnelle, le fruit aussi de beaucoup de lectures, puis d'une formation aussi universitaire en gestion puis en intervention psychosociale, mais c'est beaucoup aussi de l'observation pour des postes de présidence que j'ai moi-même occupés
sur des organisations autant provinciales que régionales que locales, mais aussi comme directrice sur dans plusieurs projets, dont la Maison de la famille à Mirabel. Donc, il n'y a pas de prétention. C'est juste parce que je trouve important qu'il y ait des choses qui soient dites par rapport au recrutement pour un conseil d'administration. Je trouve ça important qu'il y ait des choses qui soient faites parce que je pense que ça peut éviter plusieurs problématiques. Et ça peut, et surtout, mettre de l'avant des belles actions qui vont assurer une pérennité dans le temps. Comme je vous dis, c'est en plus la première fois que je l'anime, c'est que je vais pas mal de lectures que je vais faire. Et à chaque tableau que je vais vous présenter, vous pouvez poser des questions après la lecture du tableau. On n'attendra pas à la fin pour une série de questions parce que souvent, on arrive à la fin, on n'est plus dans le fil. À la fin de la lecture qu'on fera, à ce moment-là, toutes les questions sont permises et toutes les suggestions et commentaires le sont aussi. Comme je vous dis, c'est fait avec beaucoup d'humilité. Donc, je prends tous les commentaires, je les prends tous positifs. Peut-être qu'il y aura 2 autres personnes qui se joindront à nous, mais on n'est pas sûr. Donc, on va y aller maintenant. Dans un premier temps, ce que je trouvais important, c'était de vous parler justement de l'importance du conseil d'administration au niveau de la gouvernance, parce que c'est de là que va partir tout ce que l'organisation, tout ce qui va se mettre en place pour une organisation. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs raisons qui font que les gens veulent s'investir au niveau d'un conseil d'administration. Il y en a, c'est qui veulent contribuer au développement de leur collectivité. Il y en a d'autres, parce que l'organisme communautaire, je pense que c'est la bonne porte quand on veut contribuer, qu'on veut faire avancer des projets dans notre société. Je trouve que les organismes communautaires, c'est la place pour le faire. Il y a d'autres implications, ça leur permet aussi de soutenir une cause qui leur tient à cœur. La famille, c'est une cause qui nous tient à cœur. Ça peut être une fondation, ça peut être à peu près toutes les organisations qui fait que la cause qu'on porte, le cancer du sein ou ces choses-là, peuvent faire en sorte qu'on a envie de s'impliquer. Il y en a aussi qui vont y aller pour acquérir certaines compétences. Moi, je l'ai vu beaucoup au fil des années, souvent des jeunes qui vont approcher les organismes communautaires et dans les compétences qu'ils détiennent déjà, bien, ça peut être un ajout de l'organisation et c'est dans les 2 sens que ça se fait. Donc, étant donné que la structure organisationnelle est très importante, mais les responsabilités face à l'organisme qu'on administre le sont tout autant. Donc, la contribution de chacun des administrateurs permet de faire avancer l'organisation. Donc, cette contribution-là est fondamentale quand on doit nous-mêmes, en tant que personne qui veut s'investir sur un conseil d'administration, les raisons pour lesquelles on décide de s'investir. Ça, c'est très important. C'est dans ce sens-là que le recrutement qui va se faire au niveau des futurs administrateurs, c'est quelque chose de très important. Parce que toute la réputation de votre organisation va reposer sur ce recrutement-là. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ça. Et c'est qui permet aussi d'assurer une pérennité pour l'organisation. Alors, il faut aussi, dans ce recrutement-là, que les gens comprennent aussi toute l'importance qu'il faut accorder au rôle et surtout aux responsabilités que la fonction, que ces gens-là vont pas avoir, mais pour lesquels ils vont avoir été élus. Idéalement, le CA ne devrait pas être composé de membres au profil similaire. Ça, c'est dans le passé. Écoutez, j'ai quand même 25 ans, 30 ans derrière la cravate d'organismes communautaires. Il fut une époque où on faisait des organisations de parents avant de devenir des maisons de la famille et c'était des gens qui avaient tous le même profil. Donc, ça pouvait devenir un petit peu problématique dans la prise de certaines décisions, surtout quand les subventions ont commencé à rentrer et que les organisations familles sont devenues des maisons de la famille. Parce qu'il y a eu un gros mouvement il y a 25-30 ans des maisons de la famille. Donc, moi, je favorise qu'autour de la table, qu'il y ait plusieurs expertises afin de favoriser les échanges. Et c'est ça qui fait qu'un groupe devient une équipe quand on se retrouve avec plusieurs qualités autour de la table. Et pour moi, je dis toujours que la principale qualité, c'est celui qui va présider cette organisation-là, parce que sa principale qualité, ça doit être celle d'être
personne le plus démocratiquement possible et d'avoir assez d'humilité pour réaliser que notre force en tant que président, ou même direction, c'est la même chose dans les deux sens, c'est celle de s'entourer de gens compétents. Et ça, le leader, la présidente comme la direction et la coordination, à partir du moment où tu as cette qualité-là, l'organisation est assurée de sa pérennité, est assurée aussi d'avoir une bonne visibilité dans son milieu de vie. C'est pour ça que la bonne compréhension du rôle de l'administrateur, elle passe par, moi je l'ai mis en 5 points. Excusez, est-ce qu'il y avait des questions sur la première page? J'ai sauté. Non, tout va bien, merci. Tout va bien, Sylvie, toi aussi? Parfait. Moi, j'ai établi 5 points concernant la compréhension du rôle de l'administrateur. Et ça, je trouve important que ça soit dès le début d'un mandat d'administrateur, qu'il y ait probablement peut-être une petite formation qui serait prévue dans le cadre des nouveaux administrateurs. On le voit beaucoup en milieu municipal au niveau des élections, parce que j'ai été conseillère municipale, quand on devient conseiller ou conseillère municipale, systématiquement, il y a une formation qui vient avec ça pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est, tant au niveau légal, comme là, je vous dis, au niveau des connaissances des exigences légales, Code civil, la loi sur les compagnies. Il y a plusieurs administrateurs qui font partie du conseil d'administration, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Moi, je trouve important de le savoir. Avoir une bonne compréhension de l'importance des documents légaux. Ça ne veut pas dire devenir pro, je sais exactement dans toute sa forme ce qu'il en est. Mais je pense que quand on parle de lettres patentes, de règlements généraux et de registres officiels, je pense que c'est important que les gens sachent qu'est-ce que c'est. Mais surtout, les règlements généraux devraient, je ne dirais pas un livre de chevet, là, mais presque. Je pense que chaque administrateur a la responsabilité de connaître l'ensemble des règlements généraux, pas les connaître par cœur, parce que ça, il incombe à la direction, à la présidence et à la secrétaire. Quand je dis direction, je dis coordination, OK? Aussi. Moi, je pense que ces 3 personnes-là, dans l'intérieur d'une structure, devraient être des personnes qui connaissent les règlements généraux. Comme ça, c'est beaucoup plus facile au niveau des réunions quand on connaît le contenu. Puis il y a beaucoup moins de chances qu'on fasse des erreurs dans l'organisation lorsqu'on connaît nos règlements généraux, qui est, à toute fin pratique, notre livre, notre guide à nous comme administrateurs et comme direction aussi d'un organisme communautaire. Ce qui est important aussi, c'est le bon partage des responsabilités entre le CA et la direction générale ou la coordination. Il y a différents acteurs autour d'une table, d'un conseil d'administration. On parle de présidence, de vice-présidence, secrétaire, trésorier et tout ça. Lorsqu'il y a 5 ou 7 administrateurs autour d'une table, ces 5 ou 7 administrateurs-là, s'ils viennent à tous les jours parler à la direction ou à la coordination parce qu'ils veulent ça ou ça ou ça, ça ne marche plus. La personne qui doit avoir le lien le plus de proximité, mais ça, on en parle plus loin, c'est le président. Le président et la direction ou la coordination, c'est un duo. C'est un duo qui doit être solide parce que ça va avoir des conséquences sur tout le reste de la structure. Puis il faut aussi être capable de respecter les pouvoirs que nous avons aussi en tant qu'administrateur. Ceci étant dit, je vais vous donner juste l'exemple de l'administrateur qui est aussi un bénévole à l'intérieur de l'organisation. Lorsqu'il est en activité dans l'organisation, son rôle n'est pas celui d'administrateur. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être observateur, mais ces observations doivent être toujours faites avec la direction avant que ça aille au conseil d'administration. Moi, j'ai déjà vu des bénévoles administrateurs partir d'une activité sur le plancher, monter jusqu'en haut, puis je vais vous dire que ça a pris une couple de réunions avant de régler le conflit. Moi, je trouve ça très important que comme administrateur, que les administrateurs respectent leurs limites. Et les limites sont très bien établies dans vos règlements généraux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des règlements généraux. Et c'est de là l'importance de distribuer un guide moi je dis à la journée de la GA, là, vous savez qu'il y a des postes qui vont être remplacés. Ce guide-là, vous devriez l'avoir déjà en main. Le nouvel administrateur, le soir de l'Assemblée générale, devrait repartir avec ce guide-là pour pouvoir en prendre connaissance. Puis, pas lui faire passer un petit examen après, mais je pense revenir sur la réunion, la première réunion, après on appelle ça la réunion d'intégration, quand il y a des nouveaux administrateurs, et parler de ces documents-là et voir si c'est clair pour la personne qui a reçu la documentation. Je fais aussi, je vous donne un peu ce que le guide, dans mon livre à moi,
pourrait contenir, mais il pourrait contenir aussi bien d'autres choses. Il pourrait aussi contenir les subventions que vous avez, les demandes de subventions que vous avez faites. C'est à vous aussi. Mais en général, ce qu'il doit contenir, c'est une bonne description des postes des administrateurs que je retire des règlements généraux. Les règlements généraux, il suffit déjà une bonne Bible à lire. Des fois, on l'a tout lu et on ne se rappelle pas du début. Moi, je pense que la partie des administrateurs devrait être une espèce de cartable où, avec des onglets, vous nommez chacun des documents. Je trouve important et ainsi, ça permet au nouvel administrateur de pouvoir faire les lectures et de pouvoir acquérir certaines connaissances et comme je vous disais, lors de la première rencontre, qui est une rencontre d'intégration, ça permet à l'administrateur qu'il y ait un point à l'ordre du jour où le nouvel administrateur peut poser des questions. Fait que ça relève du conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page? Oui. Oui. Le premier point, une connaissance des exigences légales, Code civil et loi sur les compagnies. Ouais. Qu'est-ce que ça englobe? Ça ne me dit rien là, pour le moment. OK, mais c'est parce que les organismes communautaires à but non lucratif sont enregistrés au registre des entreprises sur les lois des entreprises. Donc, c'est juste de comprendre ce que ça contient. Puis, Code civil, le Code civil, souvent, c'est en fonction de ce que l'organisme a comme mission. Ah, OK. Ça vient de... C'est ça. Dans le fond, c'est quoi un organisme communautaire dans tout son ensemble? Mm-hmm. C'est sûr que, toi, tu es un organisme, Centre libéral est un organisme communautaire, la Maison de la famille aussi, mais il y a quand même une définition globale de ce que c'est qu'une organisation. Exactement. C'est de bien connaître ça, puis de voir la différence entre un organisme à lucratif ou une fondation et tout ça. C'est à ce niveau-là que je trouve important qu'on comprenne c'est quoi le rouage de l'organisation communautaire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Hein? Vous seriez surpris de poser la question à vos administrateurs, même aux employés, ça va jusqu'à quel point ils comprennent. Non, je ne comprends pas encore tout. Et puis, le guide du conseil d'administration, ça, je l'ai eu, j'imagine. C'est tout le cartable qu'on m'a donné avec... tout à fait. Il y a des codes civils là-dedans aussi, d'entreprise. Oui. L'information c'est à regarder assez souvent quand un point arrive, question de salaire ou quoi, c'est ça, hein? C'est parce que c'est toute l'organisation, puis ce document-là va contenir aussi les différentes politiques qui sont établies par l'organisation, parce que je trouve important de mettre en place des politiques, je veux dire des politiques au niveau des ressources humaines, des politiques au niveau du budget, puis ça peut même aller au niveau aussi, il y a le code d'éthique et de déontologie qui est fondamental. Souvent, les organisations n'ont même pas de code d'éthique et de déontologie, fait que c'est dur à défendre quand il arrive des problématiques, surtout au niveau de l'éthique. Et de la déontologie aussi, dépendamment, mais ça peut être toutes les politiques que ça contient, l'organisation. Vous êtes dans des organisations publiques, fait que c'est important qu'il y ait une transparence, mais en même temps, c'est important qu'il y ait toujours l'espèce là, je cherche mon mot, mais ne pas divulguer d'informations aussi. Là, on est régi par ça. Puis souvent, les conseils d'administration, il y a des choses qui sortent du conseil d'administration des fois, puis que c'est carrément dans la confidentialité. Fait que ça aussi, il faut faire attention à ça parce qu'il y a eu des problématiques. Et il y en a encore d'ailleurs dans les organisations, justement, à cause de ça. OK. Ça, je l'ai compris. Parce que moi, c'est nouveau, là. Ça fait à peine 1 an et demi que je suis membre de Libéral. Puis c'est tout nouveau, là. On m'a nommé, on m'a demandé si je voulais. J'ai dit, je vais essayer, je vais voir. Mais... on revient toujours aux raisons pour lesquelles on s'investit. C'est ça, parce que j'aime bien Libéral. Oui, j'en ai envie. Mais en même temps, c'est nouveau. Oui. C'est nouveau pour moi. Mais la formation va vous aider, puis vous aurez le document aussi, parce qu'il reste des petites corrections à faire. Vous aurez le document, vous pourrez vous y référer. Moi, je pense que ce qui est écrit dans ce document-là, ça vous permet de vous positionner comme administrateur au niveau de vos connaissances, au niveau de votre investissement aussi comme administrateur, puis votre rôle que vous jouez au sein de l'organisation aussi. Parce que moi, le rôle, je ne veux pas le prendre à la légère non plus. Non, non. Il en va de toute la réputation. C'est bien beau de nommer quelqu'un, de demander, mais on va voir. Si je suis mal à l'aise avec ça, moi, je suis assez sérieuse dans la vie pour ça. Si je suis mal à l'aise, si je vois que ce n'est pas ma place, je ne demeurerai pas dans le conseil. Mais moi, je pense que plus vous allez être mais j'en ai envie, mais c'est ça. Plus vous allez être informé de votre organisation,
plus vous allez être à l'aise, puis votre investissement va rapporter parce qu'il en va de toute la structure d'organisation, là. C'est une organisation qui a une mission, des objectifs, mais elle est portée par des gens. Et les gens, la raison pour laquelle tu es là, elle est très importante. Oui, Tout oui, défile de là. mais je le vois pas encore, moi. Mais Ça j'ai se peut. le cœur à être là, mais je le vois pas encore. Je me vois pas encore loin parce que je comprends pas la structure. OK, c'est Bien là, je correct. pense que ce que vous avez comme information aujourd'hui, ça va vous permettre d'être curieuse dans ce que Oui, vous avez déjà d'accord. reçu, de pousser la OK, curiosité. Puis c'est ça aussi qui est bon. Vous OK. savez, ce document-là, Merci. je l'ai fait, moi, pour ceux qui sont déjà dans les structures, mais je souhaite qu'il serve à ceux qui vont faire le recrutement aux directions comme au conseil d'administration, Ouais. parce qu'avec ça, vous allez être capable d'aller chercher, de faire pas des entrevues, mais d'avoir des conversations qui vont tourner autour de justement de ces rôles-là, mais surtout des responsabilités quand tu fais partie d'une organisation à but non lucratif. Donc, alors, j'en arrive justement à la responsabilité de l'administrateur. Et je l'ai mis en 3 points. Je vais vous en faire la lecture. Pour moi, les responsabilités de l'administrateur, dans un premier temps, c'est de s'engager comme administrateur comporte un certain nombre de devoirs qu'il importe d'accomplir avec vigilance. En siégeant au sein d'un CA, l'administrateur doit s'engager à faire preuve d'intégrité, de responsabilité et surtout d'imputabilité. Surtout de plus en plus avec tout ce qui se passe, là, on dirait que c'est encore plus. Mais je pense que le mot intègre, oui, l'intégrité, c'est de là que ça vient. Pourquoi je m'investis dans cette organisation-là? Moi, l'intégrité, elle part de là. La grosse question, et quand on est recruté ou on est sollicité, c'est la première question que j'aimerais me poser moi-même. Tu sais, pourquoi je m'investis? Quelles sont les raisons pourquoi je le fais? Ça, ça va déterminer tout le reste dans mon intégration, mais aussi dans ce que je peux amener comme expertise au sein de l'organisation. Puis d'imputabilité, bien écoutez, de plus en plus, on demande que les gens il y a un rapport au niveau de la police là, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'antécédents judiciaires. On demande de plus en plus de choses. Que voulez-vous? C'est ça, parce que dans une organisation, maintenant, avec tous les réseaux sociaux, tout peut sortir. Fait que tu peux avoir un administrateur que tu places dans un conseil d'administration, trésorier, là, il y a quelque chose qui pop à quelque part comme toi qui a déjà fait de la fraude. Ça peut devenir, c'est ça. Fait que ça peut devenir un petit peu dangereux. On l'a déjà vu. De plus, en deuxième point, l'administration constitue la principale responsabilité du conseil. Vous administrez de l'argent et vous administrez une mission et des objectifs. Et à la limite, je n'aime pas ça dire ça pour des humains, mais quand même, on fait quand même une politique en ressources humaines. Fait que, à quelque part, il y a aussi toute cette gestion-là. Et ça se fait en collaboration avec la direction ou la coordination. À moins que vous ayez créé votre organisation comme ça existait à une certaine époque, que ce n'était bien, ça existe aussi dans les organisations plus sociales où il n'y a pas d'employés. À ce moment-là, vous n'avez pas à collaborer avec autres personnes que les gens qui font partie du conseil d'administration. Mais à partir du moment où vous avez une coordination, une direction, vous ne pouvez pas arriver puis mettre sur la table, bien, voici comment il faut que ça se fasse, ça, puis à partir de maintenant, c'est ça que tu fais. Parce que là, vous allez vous retrouver avec une direction qui n'aura pas beaucoup d'autonomie, puis qui ne prendra pas grande responsabilité. C'est important d'avoir une direction qui est autonome. Puis je pense que quand tu connais la mission, les objectifs et ton plan d'action, que souvent, il y a une partie que tu vas référer. Que toi-même, tu vas référer à ta direction ce que le plan d'action doit contenir parce que la direction est sur le terrain avec les autres employés. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, il y a une collaboration qui est très importante entre la direction et l'administration, qui est le conseil d'administration, pour s'assurer qu'on a fixé la mission, les objectifs d'organisation, l'élaboration du plan d'action, les prévisions budgétaires, parce que pour chacune activité, on dit toujours qu'il faut qu'elle aille toujours dans le sens de la mission. Fait que si la mission donnée, vous partez dans des activités où il y a une proposition d'activité qui n'est pas dans votre mission, c'est soit que vous ajoutez quelque chose à votre mission ou à vos objectifs, ou autrement, vous laissez ça de côté. C'est ça qui permet à une organisation aussi de ne pas trop partir à gauche puis à droite, de respecter l'intérêt de sa mission puis l'intérêt de ses objectifs. Mais étant donné que vous pouvez toujours faire un plan annuel ou certains organismes vont y aller sur un plan triennal, surtout au début, ou des fois dans
dans un gros changement au niveau de la structure, on va y aller sur un plan qui va être peut-être des fois plus triennal pour le temps de mettre les choses en place. Comme toi, tu disais tantôt, Sylvie, tu viens d'arriver, tu ne comprends pas trop le rouage. Mais à supposer que tu serais arrivé dans un moment où l'organisation décidait, le centre décidait de mettre en place un plan d'action triennal, qui pourrait plus aller dans ce sens-là. C'est que tu es déjà dans un plan d'action. Tu es probablement déjà dans un plan d'action et dans une mission. Fait que c'est ça, dans cela, ça demande plus d'adaptation. Fait que pour toutes ces raisons, les administrateurs doivent être présents aux rencontres. Moi, des fantômes autour d'une table, j'ai bien de la misère avec ça. Même si les règlements généraux, selon vos règlements généraux, peut dire que vous avez le droit d'avoir une ou deux réunions avec justification et tout. Mais il y en a des fois qui jouent avec la justification, puis ils vont toujours limite, puis tout ça. Je pense qu'un administrateur se doit d'être aux rencontres. Ceci étant dit, il y a aussi du travail à faire des fois sur des réunions qui durent beaucoup trop longtemps. Mais pour ça, il y a plein de trucs. Et un des trucs pour moi qui est fondamental, c'est que les documents, et l'ordre du jour et les documents devraient être, les administrateurs devraient avoir ça en main au moins 4-5 jours avant la rencontre. Et ça, c'est la responsabilité de la direction ou de la coordination. Mais deuxième chose, ton administrateur se doit d'en avoir fait une lecture. On n'en demande pas d'apprendre par cœur ce qui est écrit là-dedans, mais du moins d'avoir pris connaissance des documents pour pouvoir justement aller de l'avant avec ce qui est proposé dans les documents. Fait que ça fait des réunions qui sont beaucoup plus proactives. On va plus dans l'action parler de ce qu'il faut mettre de l'avant que passer 15 minutes à lire le procès verbal. Puis ça, je ne sais pas, j'espère que ça n'existe plus. J'espère que ça existe de moins en moins. Mais c'est long, ça, puis de toujours remettre en question. Moi, je pense que l'administrateur qui a lu le procès verbal, c'est quelque chose qui chicote. Bien, quand on arrive et dit, bon, dès la présentation, vous avez reçu votre procès verbal, est-ce que vous avez des choses à nommer par rapport à ça? C'est déjà quelque chose qui permet aux administrateurs d'avoir fait une lecture de la dernière rencontre, surtout s'il a été absent, avec une raison d'absence. Mais c'est important, ça pour moi, c'est très important, l'assiduité au niveau des réunions, puis que les administrateurs aient pris connaissance des documents pour qu'au moins ils sachent de quoi vous avez parlé et de quoi vous avez parlé dans la réunion, ce qui va vous éviter beaucoup de pertes de temps, puis surtout des fois d'accrochage sur des phrases dans un procès verbal. Fait que moi, je vous encourage à aller de l'avant avec ça. Puis s'assurer aussi, il y a toujours le respect du code d'éthique. C'est important d'avoir un code d'éthique et un code de déontologie qui est adopté par le CA, puis pour ne pas vous placer dans des conflits par rapport à votre organisation à certains niveaux. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que pour l'instant, c'est du connu pour vous ou, parce que là, c'est ma première fois que je le fais, ou ça vous a clarifié certains points? Moi, ça va bien parce que j'avais une appréhension, parce que c'est de l'inconnu pour moi, mais là, ça va bien. Toi, ça va bien. Madame Lavallée, ce n'est pas la première fois que je suis une telle formation. C'est toujours bon, malgré les années, de revenir. Ça me rappelle certains points. Et je vous dirais que je prends des petites notes de m'assurer, de bien revérifier qu'un nouvel administrateur, bien que nous soyons complets, quel document qu'on leur remet. Fait que vous me rappelez à l'ordre quand même, et j'apprécie. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. C'est pour ça, d'ailleurs, puis je la fais aussi avec une saveur plus 2021. Vous allez voir dans la suite. Je mets beaucoup l'emphase, moi, justement, sur le rôle et les responsabilités d'un conseil d'administration, parce que c'est de là que, moi, je pense que c'est de là qu'émergent les plus belles organisations quand tu as des gens qui sont autour de la table et qui sont là pour les bonnes raisons. Moi, je suis contente d'avoir la formation. Ça va me sécuriser un peu plus. Puis, j'ai aimé ce que vous avez parlé, là, au sujet de nos rencontres, quand on a une rencontre de CA, c'est vraiment, on a nos documents d'avance, on les lit d'avance, puis c'est bien mieux parce qu'on arrive, puis on sait. Ça fait des réunions beaucoup moins longues. Plus dynamique aussi, beaucoup moins longues. Oui, puis je vous dirais que les administrateurs, je pense que c'est ça qui est lourd, c'est ça qui fait que c'est devenu difficile de faire du recrutement au niveau des conseils d'administration parce que les réunionites qui finissent plus, tout le monde a d'autres activités. Puis je pense que si on arrive à faire des rencontres qui sont plus dynamiques, avec des points des fois bien précis, des fois il y a trop de points à l'ordre du jour aussi, mais ça aussi, c'est des choses à travailler. Mais cette formation-là, de toute façon, pardon?
Moi, j'aime mieux qu'ils soient tous là, les points. Puis on sait à peu près, on a parlé du point là la dernière fois, donc on ne va pas y Il y a toujours le revenir. suivi. Il y a toujours un C'est point sur ça, un c'est ordre ça, du jour qui oui. devrait être écrit suivi. Mais ce Oui, n'est pas oui. là qu'on devrait passer plus de temps, à moins Non. d'avoir un projet, parce que là, on se retrouve toujours à se dépêcher vers la fin de l'ordre du jour, puis c'est toujours vers la fin Ouais. que les points, qui est le point tout le temps de l'organisation de OK. tes Oui. affaires, dans la continuité, tout ça. Mais ça, éventuellement, ça sera un autre point, parce que la formation que on vous offre aujourd'hui, on va l'offrir aussi aux organisations sur l'ensemble du territoire, là, dans l'année à venir et tout, pour vos conseils d'administration. Donc, justement, là, administrateur versus direction coordination, moi, je trouve ça important aussi d'en parler parce que ça aussi, par expérience, j'ai vu de très belles choses quand les administrateurs connaissaient leur responsabilité par rapport à la direction, puis l'importance qu'il y avait aussi entre la coordination et la direction. Puis, autrement, ça peut causer des problématiques et ces problématiques-là peuvent ralentir la structure parce que le temps que tu gères ce qui se passe, il y a quelque chose qui n'avance pas, là. Donc, je trouve important qu'on regarde ces rôles-là et je les ai mis aussi en 5 points. Donc, le premier point pour moi, c'est les rôles et l'ensemble des responsabilités du conseil d'administration et de la direction ou de la coordination de l'organisation ont comme responsabilité de développer un climat favorable afin d'assurer la mise en place d'un plan d'action en s'assurant que les ressources de l'organisation soient utilisées en respectant le budget annuel économique. Il y a des petites bulles, là. Voyez-vous où je reviens? Avant, tantôt, je vous ai expliqué toute l'importance du rôle qu'on joue comme administrateur, les responsabilités qu'on a, autant pour la direction. Fait que là, je suis vraiment dans le cœur du sujet. Là, on parle de ce conseil d'administration-là qui est avec sa direction. Donc, si, comme administrateur, j'intègre une organisation et j'y vais je connais très bien mon rôle, je sais pourquoi je m'investis, ça veut dire qu'on vient de développer un climat favorable à l'épanouissement de notre organisation. Parce qu'oubliez jamais pour qui et pourquoi vous êtes là. Ou dans l'inverse aussi, pourquoi et pour qui vous êtes là. Donc, si ça, c'est clair, bien, il y a un climat favorable à l'échange qui est très important pour s'assurer que tout ce que l'organisation est comme mission puisse, je veux dire, puisse toujours être à date, puis peut toujours aller de l'avant, puis que ça chemin faisant, qu'on respecte tout l'ensemble de la structure. À cet égard, les administrateurs jouent un rôle fondamental, et ce, sur plusieurs plans, à l'égard de la mission, des valeurs de l'organisation. On parle beaucoup de mission, mais on parle rarement des valeurs. Et les valeurs, on va souvent les retrouver dans le code d'éthique. Moi, je trouve ça important qu'on se penche aussi sur les valeurs d'une organisation parce que, oui, la mission contient la raison pour laquelle l'organisation existe. Les objectifs, bien, c'est ce que le plan d'action va contenir. Mais cette organisation-là a aussi des valeurs. Et ces valeurs-là doivent être aussi les valeurs de ses administrateurs et de ses employés. Puis ça, c'est important parce que ça va avoir aussi un beau reflet sur l'ensemble de la population, que l'organisation ait ses valeurs puis respecte ses valeurs aussi. Ça, c'est important. On n'en parle pas assez des valeurs de l'organisation. La stratégie des politiques et de la conformité des pratiques. Ça, c'est tout dans l'ensemble de l'organisation. C'est toujours dans votre plan d'action. C'est toujours qui vous êtes. Dans votre plan d'action, de toute façon, il est toujours divisé en fonction tant des activités, des services, des références, que des partenaires financiers, que des politiques. Moi, je trouve ça important dans un rapport annuel d'y inclure les politiques qui font partie de l'organisation. Et les bailleurs de fonds trouvent ça super intéressant quand ils voient certains documents, surtout le code. Je reviens sur le code d'éthique et de déontologie, mais moi, je le trouve important parce qu'il y a plusieurs organisations qui ne l'ont pas fait. Puis, ce n'est pas un travail très, très ardu. Ça peut se contenir sur 2 pages. Mais je pense que c'est important d'avoir cette discussion-là avec le conseil d'administration et la direction. Et la direction, par la suite, aura cette conversation-là avec les employés, de nommer les valeurs de l'organisation. Comme ça, s'il y a quelque chose qui est transgressé, tu peux facilement ramener à l'ordre ton administrateur ou ton employé. Parce que moi, j'ai vu des poursuites dans le passé, puis j'ai trouvé ça bien poche. Puis je pense qu'en ce moment, ça va être encore pire avec tout ce qui se passe. Fait que je pense qu'il faut se protéger, puis il faut que les gens soient bien informés aussi de ça.
Il en revient aussi aux administrateurs de s'assurer de la mesure des résultats et de la performance de l'organisation, en plus du respect des lois et des règlements qui la réagissent. Bien, ça, c'est votre rapport d'activité annuel qui va justement mettre la lumière sur tous ces aspects-là, des résultats et de la performance de l'organisation. Lui, il parle aux membres qui font partie de l'organisation, pour les organisations qui ont des membres. Il parle aussi aux gens qui sont bénévoles à l'intérieur de l'organisation, parce qu'on peut avoir un conseil d'administration, mais le conseil d'administration, dans mon livre à moi, c'est les individus qui font l'administration de l'organisation. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir d'autres bénévoles qui vont venir se rattacher à l'intérieur de la structure parce que vous avez des activités annuelles. Et souvent, dans vos activités annuelles, ça dépend des pratiques, il y a un administrateur qui va être plus responsable que les autres, que ça va devenir un peu sa bulle. Parce que je ne veux pas trop dire de choses parce que Sylvie et moi, on est en train justement de faire un document sur la nouvelle participation citoyenne telle qu'on la voit, justement pour dire aux administrations, au conseil d'administration, que vous n'êtes pas obligé d'être partout dans la structure. À l'intérieur même de votre conseil d'administration, il peut y avoir des administrateurs qui vont porter certains chapeaux parce qu'ils sont souvent là pour une activité, mais eux, ils vont aller chercher des bénévoles qui peuvent être là seulement pour cette activité-là annuelle, mais ça reste que c'est un bénévole pareil. On dirait qu'on a une vision du bénévole pour qu'il soit partout et tout ça, mais il faut partir de cette vision-là parce qu'on vient de connaître dans les 10 dernières années plusieurs organisations qui s'effritent justement parce que il y a d'autres façons de recruter aussi des bénévoles et qui ne sont pas obligés d'être tous sur l'administration. Il y a des bénévoles qui peuvent se retrouver dans une structure, un sous-comité qui peut être pour une activité que vous faites. Ça, c'est important, ça. Mais ça, on va vous revenir éventuellement là-dessus. Donc, la direction ou la coordination de l'organisation doit, pour sa part, se charger des activités quotidiennes. C'est à elle que revient le pouvoir d'appliquer le plan d'action de l'organisation et de gérer les activités afin de réaliser les objectifs du plan d'action. Créer et de s'assurer que l'organisation réponde à sa mission. Moi, je le vois à plusieurs niveaux, en ce sens que dans toutes les activités, parce que la coordination et la direction, elle, s'occupe des employés. C'est un peu ce que je vous disais tantôt, que l'administrateur qui devient un bénévole, ce n'est pas à lui. Il ne porte pas le chapeau d'administrateur lorsqu'il est bénévole. Il est un bénévole. C'est la direction qui porte. C'est la direction. Aussitôt qu'on est sur le terrain, c'est la direction qui prend en charge. Si les membres du conseil d'administration sont là dans certaines activités, à part que ce soit des activités d'autofinancement, écoutez, on va mettre de côté tout ce qui est activité d'autofinancement. Je vous parle juste d'activités proprement dites dans l'organisation. L'administrateur n'est pas là pour administrer l'activité. C'est la direction, la coordination ou les intervenants qui sont sur le terrain. Et s'il y a des choses, il incombe à la direction d'intervenir auprès de l'intervention. Puis quand je dis intervenir, il ne faut pas le prendre péjorativement. Intervenir, ça peut être autant positif que négatif. En tout cas, dans mon livre à moi, on l'a appris comme ça, l'intervention psychosociale. Donc, une intervention, comprenez, les joueurs, il faut qu'ils soient aux places où il faut qu'ils soient. Ça évite beaucoup de conflits. Et advenant le cas qu'un bénévole administrateur, lors d'une activité, est témoin de quelque chose, tu n'es pas obligé de monter en haut pour aller nommer ce qui se passe, parce que ça peut redescendre mal. Moi, je trouve que ça serait bon qu'à ce moment-là, le bénévole, en tant que bénévole, parce que tu peux l'avoir vu en tant que bénévole, tu n'es pas obligé de mettre ton chapeau d'administrateur, ou en tant que participant aussi, tu peux être un participant, c'est d'arriver à la direction, de faire « j'ai fait une observation, qu'est-ce que tu en penses? » Ça peut se régler, comme ça peut se régler, là, c'est pas obligé de monter en haut. Des fois, ça évite beaucoup de discussions. De là, l'importance, quand je vous parle, que les joueurs doivent connaître leur rôle, leurs responsabilités pour ne pas empiéter sur les rôles et responsabilités des autres. Quand c'est clair, c'est facile. Quand ce n'est pas clair, c'est difficile. Retenez tout le temps ça. Donc, la complémentarité des rôles entre les administrateurs du CA et la direction ou coordination est donc capitale et ces derniers ont intérêt, j'aurais même dû écrire, et ont tout intérêt à être bien compris afin d'assurer une gouvernance efficace de l'organisation. Créer des conflits pour créer des conflits, parce qu'on se déplace et qu'on ne fait pas attention au rôle de l'autre, c'est plate. Ça peut créer des problématiques au niveau des conseils d'administration, ça peut créer des problématiques au niveau même de la gestion de la direction. Moi, je suis pour un climat démocratique. Et dans un climat démocratique, tu vas parler à la personne concernée,
et tu y parles dans la peau que tu sais, le personnage que tu es en ce moment. Est-ce que je suis un participant? Est-ce que je suis un bénévole ou est-ce que je suis un administrateur? Ça, là, c'est tellement important. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page-là? Eh mon Dieu, ça veut dire que je suis claire? Ou c'est parce que vous l'avez déjà entendu? Un petit Vous êtes mélange très des deux. clair. Pardon? Vous êtes vraiment très clair. Le cours est vraiment bien monté. Félicitations. Merci, je suis contente. C'est la première fois que je l'ai. Alors, si vous voulez éviter les problèmes, 2 points, 2 grands points, mais c'est 2 points importants pour moi. Trop souvent, nous rencontrons au sein du conseil d'administration des administrateurs dont les rôles ne sont pas compris, pas clairement définis ou se chevauchent. Ça peut arriver, ça. Je veux dire, même si dans vos règlements généraux, la secrétaire a fait la secrétaire, puis le trésorier fait le trésorier, ça peut arriver des fois que ça chevauche, mais c'est peut-être parce que ça n'a pas été bien compris, même s'ils l'ont lu, ou c'est pas assez clair. Ça se peut, ça. C'est pour ça que je vous dis, on donne un guide. Dans la première page, c'est le rôle des administrateurs. Et la première réunion d'intégration, on en parle de ça. Fait que c'est important d'en parler. Ces situations sont problématiques et donnent souvent lieu à des problèmes de leadership. Ça arrive, parce que, tu sais, un administrateur qui joue le rôle du président, ouf, c'est pas... De là aussi, des fois, je dis l'importance, tu sais, dans le rôle que si on me dit que je ferais une bonne présidente, bien, j'ai une grosse question d'humilité, tu sais, face à moi-même, de me dire, oh boy, OK, moi, comme présidente, c'est quoi mon leadership? Qui je suis comme personne pour être présidente? Moi, je vais vous dire, ce n'est pas toutes les personnalités qui peuvent être présidents. Par contre, dans certaines organisations qui sont souvent en gestion de crise, tu vas mettre un leader qui est plus sur la ligne, ça va être génial pour redémarrer la structure. Mais un coup que tout est établi, je pense que le leader démocratique est la personne qui va aller chercher l'équilibre entre, pas la rigidité, mais tu sais, il y a une certaine rigidité qui est importante dans une organisation. C'est tout ça une rigueur. Je dirais plus une rigueur, mais c'est à peu près dans le même sens. Mais tu sais, je veux dire, il y a la rigueur, puis il y a aussi en même temps un peu de laisser aussi aller. De laisser aussi un peu aller, ça permet à certaines forces vivantes autour de la table de popper, puis de faire en sorte que à ce moment-là, bien, les responsabilités sont prises par tout le monde. Ça, c'est la même chose pour la direction. Ce que je vous dis, le conseil d'administration, ça peut être exactement la même chose que pour la direction. Fait un leadership aussi, souvent, qui est plus de bonheur, qu'on appelle, qui laisse aller, c'est souvent là que tu vas rencontrer des affaires parce que tu sais, des gens qui ont bien besoin d'être rassurés et encadrés, ils sont perdus dans cette organisation-là. Fait que je pense que si on arrive à regrouper les deux, une présidence autant qu'une direction, vous êtes assuré d'avoir une équipe qui va se compléter parce que chaque individu qui va faire partie de cette organisation, ça va être clair le rôle qu'il joue dans cette organisation-là. Ceci étant dit, s'ils ont avant tout compris le rôle qu'ils doivent jouer dans l'organisation. C'est pour ça que c'est important de clarifier ça quand les gens arrivent en poste. Puis ça peut être même fait avec ceux qui sont déjà en poste. Donc, la gouvernance, la communication entre les membres du CA et la direction aux coordinations, ce qui peut nuire grandement au développement de l'organisme. On s'entend? Si ce n'est pas clair, on peut traîner du temps maudit sur ce qui n'est pas clair. Également, souvent, les CA sont composés de personnes dévouées, mais qui ne disposent pas de toutes les compétences requises pour accomplir leur mandat. Je m'explique, c'est une grosse phrase, je m'explique. Moi, j'ai souvent vu des administrateurs prendre le rôle de présidence. Ils n'aiment pas ça écrire et tout ça, parce qu'il faut attribuer des postes. Donc, dans votre recrutement, tantôt, de là l'importance des fois de recruter des individus pour faire partie de certains postes. Moi, je pense que le poste de trésorier, le poste de secrétaire, c'est des postes qui devraient être attribués à des individus qui ont les compétences de le faire. Mais pas les compétences avec un bac ou un DEC. Vous comprenez ce que je veux dire? Que les compétences, parce qu'ils viennent de d'autres organisations, ils l'ont fait, ou parce que c'est des gens qui aiment écrire. Mais ces deux compétences-là, ça doit être des individus qui les portent. Après ça, président, vice-président, les autres administrateurs, là, on parle d'autres choses. Là, ça prend plus peut-être des compétences pour la présidence de leadership et peut-être une connaissance globale de toutes les autres choses. Mais il y a certains postes, même la trésorerie. Moi, quelqu'un qui n'aime pas les chiffres ou qui ne connaît pas ça plus qu'il faut, puis qui doit aller expliquer des états aux 2 mois lors des réunions, je trouve ça un peu...
c'est ça. C'est ça qui peut faire en sorte que les gens vont se décourager, puis les gens vont se promener d'un poste aussi d'une élection à l'autre. Fait que ça, c'est important que ces postes-là soient bien compris, puis que la relation aussi entre ces postes-là et la direction aussi soit bien compris aussi, comment qu'on fonctionne par rapport aux choses, par rapport aux postes qui se jouent. Ceci étant dit, J'ai une ces petite personnes question. peuvent... Pardon? Oui? J'ai une petite question pour vous, si vous permettez. Oui, vas-y. N'importe quand. Dans l'éventualité où il y aurait un siège de libre au sein du CA et que nous ayons besoin de quelqu'un avec un profil comptable pour occuper le poste de trésorier, est-ce que vous êtes d'avis qu'il est préférable de garder le siège vide en attendant de trouver quelqu'un plutôt que de se dépêcher à combler ce siège avec quelqu'un qui n'aurait pas forcément les qualifications pour? Tu as tout à fait raison. Moi, je pense que c'est important par moment de prendre son temps. Il ne faut pas oublier aussi dans certaines organisations, comme je connais la tienne, puis le Centre libéral, c'est la même chose aussi. Il n'y a pas d'urgence puisque vous avez souvent soit des comptables, votre direction souvent a les compétences au niveau de la comptabilité aussi. Fait que d'ici à ce que vous ayez la compétence, le président est celui qui est supposé d'avoir vu surtout. Donc, vous êtes capable de déposer les états financiers, pas les états financiers, mais les prévisions à chaque, les états financiers, pas les états financiers, je cherche mon mot, mais quand vous avez une réunion de conseil d'administration, de présenter les états de vos revenus et dépenses. Les prévisions budgétaires. Les prévisions budgétaires. Ceci étant dit, par contre, c'est important qu'à l'Assemblée générale qui va précéder ce siège, que vous ayez trouvé la personne compétence pour compléter. Parfait. Merci. Et de nommer aussi dans votre rapport d'activité que le siège de trésorerie est resté vide, puis parce que vous cherchez la personne compétente. Là. Parfait. Ça, souvent, vous pouvez aller voir sur le côté des universités, sur le côté aussi des entreprises, de comptabilité et tout ça. Ça peut être des gens, des petites PME, ça peut être des gens qui veulent, comme je vous disais, qui veulent s'impliquer des fois pour une cause, mais qui ont cette habilité-là en comptabilité. Donc, ça fait comme un plus pour la personne qui s'investit dans l'organisation, mais un plus pour la personne, pour l'organisation aussi d'avoir au niveau de ce poste-là quelqu'un qui a des connaissances au niveau comptable. Fait que oui, vous pouvez prendre votre temps, mais vous assurez qu'à l'Assemblée générale qui précède, que vous ayez cette personne-là pour combler le poste. Parfait, merci. OK. On dit que ces personnes peuvent avoir été recrutées parce qu'elles participent aux activités de l'organisme. Il en faut. Vous avez souvent à l'intérieur de vos règlements généraux, dépendamment de votre constitution, des fois, vous offrez un siège ou deux à quelqu'un qui participe à vos activités ou qui bénéficie de vos services et tout. Mais ça aussi, dans ce recrutement-là, je pense que c'est important aussi de les recruter avec... pas juste parce que vous voulez combler ce siège-là, parce que dans votre composition, ça paraît bien d'avoir un usager ou d'avoir un bénévole. Vous comprenez ce que je veux dire? L'usager peut être quelqu'un qui veut s'investir aussi au niveau de l'organisation parce que ce que vous portez comme valeur, ben, il y a le privilège d'en bénéficier. Donc, moi, je trouve ça important et surtout des fois, peut-être au niveau de gens qui ont d'anciens usagers aussi. D'aller chercher au niveau d'anciens usagers aussi, qui ont fait qui ont été dans votre organisation pendant quelques années, puis pour une raison X, sont rendus à un autre niveau. Ça aussi, ça peut être intéressant. On parle aussi des intérêts ou des compétences spécifiques, mais qui ne cadrent pas nécessairement avec les orientations générales de l'organisation. Ça, dans le sens que vous pouvez avoir... OK. Je vais vous donner un exemple simple pour vous expliquer. Nous, les organismes communautaires, on est beaucoup vus comme des organisations en économie sociale. Si vous vous retrouvez avec un comptable, un trésorier, que lui a une vision très économique. Mettons, lui, il a plus la vision profitable que rentabilité. Ça risque de causer problème probablement dans l'investissement que vous voudriez faire dans vos activités parce que lui, il va voir il veut que ça soit profitable. Tandis que nous, on est régi
par des conventions signées avec les différents bailleurs de fonds, peut-être pas toutes, à dépenser ce pourquoi on demande l'argent. On peut avoir un fonds de roulement parce qu'on projette, il y a des projets éventuels dans l'organisation, mais vous n'êtes pas faire des profits, à moins, comme je vous dis, que cet argent-là, elle est investi parce que vous avez un investissement à faire, parce que ça, c'est toujours justifiable, c'est toujours dans le rapport d'activité, mais autrement, vous n'êtes pas là pour faire des profits. Donc, c'est dans ce sens-là quand je vous dis que vous pouvez avoir recruté quelqu'un parce qu'il a les compétences, mais est-ce qu'il a la vision? Important parce que sinon, ça peut avoir une problématique au niveau de la structure. Les membres du CA ou de la direction doivent faire preuve de vigilance lors du recrutement de futurs administrateurs, pour toutes les raisons que je vous ai données. Quand vous allez relire tout ça, vous allez être capable de vous faire vous-même vos points de forme, vous allez comprendre la démarche lorsque vous allez dans un recrutement. En conclusion, est-ce qu'il y avait des questions? En conclusion, pour une bonne gouvernance, parce qu'oubliez pas une chose, qu'une organisation communautaire, c'est quelque chose qui est administré avant tout, mais elle est toujours administrée dans un apport humain, avec une philosophie humaniste. Nous sommes avant tout, en tout cas, je suis une idéaliste, là, mais je pense que nous sommes avant tout les gens qui contribuent, même autant au niveau administratif qu'au niveau du travail, dans des organisations communautaires, c'est qu'on a souvent une approche humaniste. Fait que je pense qu'une bonne gouvernance contient tous les éléments d'une approche humaniste, mais d'une approche démocratique, puis d'une approche aussi d'une vision toujours en vue de ce pourquoi et pour qui on fait les choses. Ça, c'est tout le temps important de se ramener. Fait que pour tout ça, pour s'assurer que toute cette gouvernance-là a tous les outils qu'il faut pour avoir une bonne rayonnance dans son milieu de vie, mais surtout, et parce que ça prend des sous souvent pour mettre de l'avant vos activités, vos services, une bonne rayonnance aussi auprès des gens qui contribuent, autant au niveau du gouvernement qu'au niveau des centrales, que même les soirées d'autofinancement, c'est des gens aussi qui contribuent à la bonne marche de l'organisation. Donc, il est important pour moi de doter l'organisation de certaines politiques, mais il ne faut pas que ça soit des politiques de 22 pages et demie, là. Je pense qu'on peut facilement sortir au niveau des codes d'éthique et de déontologie. En 2 pages, c'est facile à faire, puis ça ne prend pas des milliers de dollars pour le concrétiser. De toute façon, je pense que je l'avais travaillé à l'époque avec la Maison de la famille. Je ne sais pas où est-ce que c'est, ça existe encore, le code d'éthique et de déontologie, mais je sais qu'on en avait fait un à l'époque. Des fois, c'est juste de le remettre à jour aussi, de le remettre à jour avec les valeurs d'aujourd'hui aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a aussi, pour s'assurer que cette gestion-là, elle est transparente au niveau de la population, au niveau des bailleurs de fonds, aussi au niveau de la gestion des ressources humaines qui régit les conditions de travail et la rémunération du personnel, je trouve ça important, aussi que ça soit documenté. Puis la gestion des ressources humaines, mais financières. Ça, si vous n'êtes pas transparent là, vous êtes fait parce que, comme on dit, comme l'adage le dit si bien, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et il y a toujours des gens en assemblée générale qui, pour des raisons X, Y, Z, posent des questions, des fois sur certains montants, puis tu fais comme, qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce que c'est ça, les chiffres, ça peut amener de l'ambiguïté, mais bon, quand vous êtes transparent et clair, de toute façon, quiconque entrerait dans vos organisations, vous êtes d'ordre public, donc ils ont accès, n'importe qui peut demander. Dépendamment des organisations, ceux qui n'ont pas de membres, c'est la même chose aussi parce que c'est public. Sinon, c'est les membres, quand vous avez un membrariat. Tout membre peut demander à avoir accès à ces documents-là en tout temps. C'est de là qu'on appelle, on nomme de la transparence. Puis il y a d'autres politiques qui peuvent venir en aide aussi aux administrateurs. Dans le fond, le principe, c'est qu'une fois adoptée, elle devrait régler une foule de questions qui est discutée auparavant au Conseil ou laisser à la discrétion de la direction générale. Fait qu'à partir du moment où ces documents-là existent, ils existent. Fait qu'avant de prendre certaines décisions, si vous n'êtes pas sûr du contenu de vos principaux documents, c'est toujours bon d'en faire une petite lecture. Surtout quand on parle d'augmenter le salaire des employés, bien, si vous avez une politique en ressources humaines, bien, vous savez exactement, il faut vous y fier. Avant des fois d'aller de l'avant avec des choses, puis qu'à l'intérieur de votre politique des ressources humaines, ce n'est pas ça qui est écrit, ou si vous voulez rajouter des choses. Dans le fond, il faut être clair. Quand c'est clair, c'est facile. Ce serait le mot de ma fin. Clarification, facilitation. Est-ce que vous avez des questions? Sandra? Je n'ai pas de questions. Non. Je n'ai pas de questions non plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien des fois de se rappeler certains faits, certains documents
certaines habitudes. C'est merveilleux de pouvoir entendre quelqu'un d'expérience parler de la normalité, de qu'est-ce qui se fait, de qu'est-ce qui est bon, à quoi faire attention. Ouais. J'avoue que des fois, on prend un poste parce que les besoins de la cause, il faut que le poste soit comblé. Nous n'avons pas toujours la confiance que nous pouvons relever ce défi-là, mais de pouvoir avoir accès à des formations comme ça, je vous en remercie vraiment beaucoup parce que ça fait un très grand bien et ça peut autant nous éclairer que nous rassurer que nous avons les qualités pour et que nous faisons les bonnes actions. Mais en tout cas, je trouve que ça donne les outils pour voir comment, si vous voulez, si vous avez à cœur l'organisation dans laquelle vous vous investissez, ça veut dire que la mission, vous la portez. Fait que pour qu'elle soit bien portée, cette mission-là, il faut former une équipe, autant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau de l'équipe. Fait que il y a 2 joueurs importants dans une organisation, c'est la présidence, puis c'est la direction ou la coordination. C'est 2 joueurs importants parce que chacun de ces joueurs-là a à gérer les ressources humaines. Le président, il y a un conseil d'administration, il doit être fusionnel avec la direction. Il doit y avoir une bonne entente entre les deux. Puis il faut que ça soit clair chez les administrateurs jusqu'où ils peuvent aller dans leur conversation avec la direction. Ça ne veut pas dire qu'ils rentrent dans le bureau et qu'ils ne leur parlent pas. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Je parle de l'administration de la structure. Il y a des choses c'est le président et la direction qui doivent jaser le plus souvent qu'autrement et la trésorerie aussi. Mais le président est toujours présent. Le président, c'est le gardien de l'organisation. Comme la direction est la gardienne du plan d'action à l'intérieur, dans le quotidien de l'organisation. Le plus grand respect existe entre les 2 structures. Ça ne peut pas faire autrement que de bien aller. Et n'ayez pas peur d'aller vers le recrutement si vous cherchez des administrateurs. D'aller voir directement des individus, puis de leur dire que vous sentez qu'ils ont le profil, puis de parler avec eux de ce qu'il y en est aussi. Des fois, ils peuvent voir ça très gros. Des fois, ils peuvent, des raisons, ça revient toujours à raisons pour lesquelles aussi je m'investis. Si vous faites attention à ça, sachez que la formation, là, on est en train de la finaliser et tout. Éventuellement, c'est quelque chose qu'on va aller voir avec les différentes organisations, puis pouvoir vous l'offrir. C'est quelque chose qui resterait ici à l'interne. Puis oui, je trouve ça important. Qu'est-ce que je trouve le fun aussi en ce moment dans ce qu'on vit, c'est qu'on est toutes moi, en tout cas, je connais toutes vos structures. Je trouve ça le fun de pouvoir travailler puis de voir où est-ce que vous êtes rendus. J'ai vu ça commencer au début des années 2000. J'ai à cœur vos organisations. Et là, le temps que je peux donner, si je peux le donner, ça va me faire un énorme plaisir. N'hésitez pas, on est là pour ça. N'hésitez jamais si vous avez des questions à poser. Si on n'a pas la réponse, on va vous la donner, la réponse. Mais vous n'êtes pas seul. C'est bon à savoir qu'on n'est pas seul. Mais moi, je vais avec Sandra. Tout ce qu'elle a dit, c'est la même chose. Je suis vraiment, tout est clair. Et quand on m'a demandé, moi, pour être dans le conseil, j'avais un peu peur, mais le cœur est là. Donc, si on a ça, comme vous avez dit, j'aime Libérel, puis... après, c'est de voir le rôle que vous pouvez jouer. Le rôle que vous pouvez jouer. Puis après ça, vous prenez conscience des responsabilités. Je ne sais pas encore où ça va me mener, mais j'ai toujours dit, si un jour je peux apporter quelque chose à Libérel, je l'ai à cœur, cet organisme-là. Mais vous l'apportez en siégeant. Oui, je l'apporte, mais je veux dire, là, pour le moment, c'est flou un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que pour ça, j'ai voulu la formation. Je ne sais pas trop, là, parce que... Mais vous êtes en apprentissage. C'est ça que je voulais dire, oui. Vous êtes en apprentissage, puis un conseil d'administration, pour qu'il puisse se renouveler, il faut qu'il y ait de la relève. Fait que vous faites partie. Oui. Vous êtes dans l'apprentissage. C'est comme si j'entre dedans, puis j'apprends. Oui, votre rôle, c'est peut-être d'être administrative, ne pas prendre de poste d'officier. Non, je n'ai pas envie pour le moment, non. C'est important, ça, que ça soit nommé. Je vous remercie d'avoir été présente. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Beaucoup. Puis, au plaisir de se revoir. Merci beaucoup et bonne journée.